Une belle robe, jamais portée, et pourtant elle raconte toute l'histoire. Bienvenue sur Mystère de minuit, je suis votre hôte Gustave. Laissez-moi un commentaire et dites-moi d'où vous venez ce soir. Vos commentaires illuminent toujours ma journée. Kamenkins. Le village de Little Wishwood, avec ses glycines rampantes, ses ruelles fraîchement balayées et ses rosiers bavards penchés les uns vers les autres au-dessus des murets du jardin, possédait ce charme discret qui invitait cartes postales et peintres du dimanche. Mais derrière ces rideaux de dentelle et ses tasses à thé, Little Wishwood avait l'oreille pour le scandale et le sens de la tragédie. C'est par un tel jour, un de ces samedis de début juin où le soleil faisait paraître tout moment parfait, que les villageois se sont rassemblés à l'église Saint-Pierre pour le mariage tant attendu de mademoiselle Eleanor Carmichael, fille du colonel à la retraite Hugh Carmichael, avec M. Simon Lovell, avocat de Marpless, à proximité. Les invités arrivèrent tôt, comme le voulait la coutume, s'installant sur des bancs décorés de rubans crème et de brins de lavande. Le vicaire, le révérend Pottle, s'occupait de son étole. Madame Henderson, de la boulangerie, apporta un gâteau aux fruits entiers dans une boîte pour la réception, murmurant à son amie Madame Dawlish qu'elle n'avait jamais vu une mariée aussi belle qu'Éléonore, disait-on, dans sa robe de dentelle parisienne, depuis le couronnement de la reine Élisabeth. Et pourtant, la mariée n'est pas apparue. Au début, il n'y eut qu'un léger bruissement de curiosité. Un retard, peut-être un ruban qui se détachait, une photo reprise, un père en manque d'un dernier cognac. Mais lorsque les 15 minutes se transformèrent en une demi-heure, et que l'organiste hésitait dans ses répétitions de Mendelssohn, l'inquiétude se transforma en murmure, et les murmures en froncements de sourcils. Miss Marple était assise au fond de l'église, sous le vitrail de Sainte Agnès, son chapeau délicatement posé et les mains jointes posées sur un élégant sac à main en cuir gris tourterelle. Elle n'avait pas été proche d'Eleanor Carmichael, mais elle la connaissait depuis son enfance. Calme, jolie, d'une politesse inhabituelle, pas du tout du genre à fuir ou à faire une scène. Non, Eleanor avait été prudente. Presque trop prudente. Le colonel Carmichael se tenait devant les portes de l'église, sa moustache hérissée à chaque respiration. « Je ne comprends pas, » dit-il à voix haute, sans s'adresser à personne en particulier. Elle était prête depuis 1 heure. Coiffée, robe préparée. Elle a dit qu'elle voulait juste un moment seul avant la cérémonie. C'est la dernière fois qu'on l'a vue. Le révérend Pottle, dont le teint rougeau avait pris une teinte violette inquiétante, se tourna, impuissant, vers les invités rassemblés. « Mesdames et messieurs, je crains qu'il y ait un retard temporaire. Ce retard est devenu permanent. Lorsque Madame Forbes, la gouvernante, força enfin la porte verrouillée de la chambre de la mariée à Carmichael House, ils trouvèrent la pièce intacte. La robe de mariée était toujours soigneusement accrochée à la porte de l'armoire, ses délicates manches en dentelle reflétant la lumière de l'après-midi comme de la soie d'araignée. Mais Eleanor avait disparu, partie, et sans emporter la robe avec elle. La robe qui n'a jamais été portée. Alors que l'inquiétude se transformait en terreur et la terreur en action, la police fut appelée de Marpless. Au crépuscule, des équipes de recherche ratissaient les champs. Des torchers balayaient les haies. On frappait aux portes, des larmes coulaient. Mais Miss Marple ne les rejoignit pas. Elle resta assise à sa fenêtre ce soir-là, une seule bougie à côté d'elle, son tricot intact posé sur ses genoux, ses yeux reflétant le silence pensif de quelqu'un qui avait trop vu de choses pour qualifier cela de simple fugue. Elle avait vu, lors d'un mariage, il y a longtemps, un mouchoir plié de la même manière, laissé intact sur une coiffeuse, et ce que cela avait signifié au final. Quelque chose s'était terriblement mal passé. Et à Little Wishwood, les choses tournaient rarement mal sans que quelqu'un ne s'en aperçoive, comme Miss Jane Marple. Le lendemain de l'incident de la mariée disparue, un silence étrange s'abattit sur Little Wishwood. Les cloches de l'église, qui auraient dû sonner pour célébrer l'événement, restèrent silencieuses, comme par respect ou par incertitude. Un silence pesant planait sur le village, les bruits habituels du camion de lait et des bavardages lointains étouffés par une couche d'anxiété collective. Au salon de Tegrinhart, où un petit déjeuner post-mariage avait été réservé avec optimisme des semaines auparavant, l'odeur des scones chauds et de la confiture se perdait dans des assiettes à moitié vides. Les villageois se pressaient autour de minuscules tables, non pas pour manger, mais pour spéculer. Chacun avait son opinion, et chacun était sûr de quelque chose. Elle s'est enfuie, dit Madame Dawlish en se penchant en avant, une lueur de conspiration dans le regard.
Croyez-moi. Elle s'est enfuie avec ce précepteur de l'été dernier. Comment s'appelait-il? Paul quelque chose? C'est ridicule, renifla M. Beach depuis la boucherie. Aucune femme ne s'enfuit en laissant derrière elle une robe plus chère que ma voiture. Non, c'est le stress. La fraude. Elle reviendra s'excuser dans un jour ou deux, croyez-moi. Elle est morte, siffla la jeune Sylvia Mapplethorpe, trop satisfaite de son sens du drame. Morte et cachée quelque part. Personne ne disparaît comme ça. Depuis sa table d'angle, Miss Marple remuait son thé avec grâce et calme, sans rien dire. Elle avait écouté attentivement, non pas les théories elles-mêmes, qui étaient, sans surprise, hasardeuses et théâtrales, mais la manière dont elles étaient présentées. Les gens se révélaient plus par le ton que par le contenu, avait-elle toujours cru. L'excitation de Madame Dawlish, par exemple, semblait disproportionnée pour quelqu'un censé être attristé par la disparition d'une mariée. Le rejet obstiné de M. Beach relevait moins de la conviction que de la peur. La joie de Sylvia était juvénile et de mauvais goût, mais pas dénuée de pertinence. Miss Marple repensa à la pièce où Eleanor avait été vue pour la dernière fois. La description lui avait semblé soignée. Surnaturel. Une robe accrochée avec précision, des pinceaux de maquillage disposés avec précision, pas un seul objet déplacé. Mais les personnes en état de panique ou de bouleversement émotionnel laissèrent rarement derrière elles un ordre parfait. Non, cette pièce n'avait pas été abandonnée à la hâte. Elle avait été préparée. La police avait fouillé la maison pendant la nuit, lui avait-on dit, mais n'avait trouvé aucune trace d'effraction ni de lutte. Les fenêtres étaient verrouillées de l'intérieur et le portail arrière, donnant sur le jardin, était verrouillé. Aucune trace de pas n'était visible dans les massifs de fleurs sous les baies vitrées. Eleanor, semblait-il, avait disparu sans laisser de traces. À 10 heures précises, l'inspecteur Jérémy Cray arriva de Marpless. Grand homme aux cheveux blonds roux et aux manières légèrement condescendantes, il avait l'habitude de gérer les cambriolages courants dans les villages, les chiens perdus et les altercations occasionnelles entre ivrognes au club de cricket. Une mariée disparue le jour de son mariage était une toute autre histoire. Il se tenait dans le salon des Carmichael, parlant vivement au colonel Carmichael et à mademoiselle Judith Ferrier, la cousine d'Eleanor, venue de Londres pour le mariage. Judith, élégante dans sa robe de lin bleu et une cigarette constamment à la main, paraissait plus agacée que désemparée. « Je lui ai dit Judith d'un ton neutre, qu'épouser un homme comme Simon Lovell, c'était comme épouser un bol de porridge. Sans fondement. Elle n'a pas écouté. Bien sûr, maintenant je me demande si elle a enfin compris. » Le visage du colonel Carmichael se crispa. Ma fille n'est pas du genre à disparaître sans raison. Elle était posée, raisonnable. Elle n'était pas sujette aux décisions impulsives. Elle était malheureuse, mon oncle, dit Judith sans la moindre méchanceté. Tu ne l'as peut-être pas remarqué, mais elle l'était. C'était toujours devoir ceci et responsabilité cela. Peut-être qu'elle voulait autre chose pour elle. Miss Marple était arrivée discrètement chez les Carmichael, invitée ou du moins pas découragée par le colonel Carmichael plus tôt dans la matinée. Le colonel respectait Miss Marple, comme les vieux militaires respectent souvent les femmes plus astucieuses qu'elles ne le laissent paraître. Et il y avait aussi en lui une certaine impuissance qui le rendait plus réceptif aux conseils que d'habitude. L'inspecteur, observant la présence discrète de Miss Marple près de la cheminée, hocha la tête d'un air sec. « Miss Marple, on m'a dit que vous étiez à l'église. »« Oui, oui, dit-elle. Mais il n'y a pas grand-chose à signaler. Beaucoup de confusion, quelques inquiétudes, et finalement, la résignation. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel? »« C'est souvent le cas, inspecteur, dit Miss Marple d'un ton doux, mais la difficulté est de savoir quelles choses inhabituelles comptent et lesquelles n'en comptent pas. Par exemple, j'ai remarqué qu'Alice Denham, la meilleure amie d'Eleanor, n'était pas présente à la cérémonie. Elle est tombée malade, dit Judith. Elle a envoyé un message juste avant le mariage. C'est ce qu'elle prétendait, murmura Miss Marple, sa voix légère comme la brume. L'inspecteur Cray haussa un sourcil. Pensez-vous que ce soit significatif? Miss Marple haussa légèrement les épaules. C'est possible. Ou peut-être simplement la grippe. Mais je pense que quelqu'un devrait lui demander si elle a vu Eleanor hier. Elles étaient très proches, après tout. Certains ont dit trop près. Judith eut un rire sec. Oui, certains ont dit toutes sortes de choses. Tu sais comment sont les villages. Miss Marple ne répondit pas. Elle observa une photo sur la cheminée,
Éléanore et Simon, figés lors d'un pique-nique. Le sourire d'Éléanore était vague, son regard légèrement distrait, comme distrait par quelque chose hors cadre. L'inspecteur Cray se tourna vers le colonel Carmichael. « Vous avez dit qu'elle était allée seule dans sa chambre 1 heure avant la cérémonie? » « Oui. Madame Forbes l'a aidée à se coiffer. Puis Éléanore a dit qu'elle voulait un moment seul. C'est alors qu'elle a fermé la porte à clé. Nous pensions qu'elle prenait simplement quelques minutes pour se calmer. Et la clé? On l'a trouvée dans la serrure, à l'intérieur. Dick Cray, elle aurait pu sortir par la fenêtre. Pas de traces d'échelle en dessous. Le treillis à rosier n'est pas assez solide pour supporter le poids. Il se serait cassé si elle avait essayé. Et aucun signe d'une note ou d'un message laissé derrière. Rien. Miss Marple se pencha vers la photo. Éléanore portait des perles, n'est-ce pas? Je me souviens l'avoir vue au dîner de répétition dans une jolie parure, de très belle qualité. Sont-elles toujours là? Le Colonel Carmichael paraît perplexe. Ils doivent l'être. Elle n'a rien emporté. Pourquoi? Mais Miss Marple ne répondit pas immédiatement. Son regard se porta plutôt sur la cheminée, où une fine couche de cendres persistait le long de la grille arrière, trop mince pour un feu normal. Judith suivit son regard. La gouvernante alluma un petit feu ce matin-là. Elle disait que ça éliminerait l'humidité de la pièce. Vieille superstition. Peut-être, murmura Miss Marple. L'inspecteur s'était tourné vers le couloir, enfilant déjà ses gants. Je vais rendre visite à Mademoiselle Denham. Si elle a vu Éléanore hier, elle pourrait me donner un indice. Mademoiselle Marple, si vous pensez à autre chose. Je vous le ferai savoir, inspecteur, dit-elle doucement, mais elle était déjà perdue dans ses pensées. Parce que quelque chose clochait. Une femme ne s'habille pas pour son mariage, ne décore pas sa chambre avec autant de soin, puis ne s'en va pas sans emporter ne serait-ce qu'un châle ou un collier de perles. Et on ne ferme pas une porte à clé de l'intérieur, à moins de vouloir rester à l'intérieur ou de tromper. Le regard de Miss Marple s'attarda une fois de plus sur la cheminée, sur la fine ligne grise de cendre. Puis, lentement, une possibilité se dessina, pas encore claire, pas encore certaine, mais suffisante pour réveiller le vieux picotement familier à la base de son cou. Quelqu'un avait pris grand soin de faire croire qu'Éléanore avait disparu. Mais Miss Marple le savait mieux que quiconque, les gens disparaissent rarement. Ils sont cachés. Et s'ils sont cachés, c'est toujours par quelqu'un qui a quelque chose à cacher. Plus tard dans l'après-midi, tandis que de légers nuages gris commençaient à s'amonceler à l'horizon et que le poids de la mariée disparue de la veille se déposait comme une brume sur Little Wishwood, Miss Marple se promena tranquillement dans le village, le pas posé et l'air pensif. Elle avait toujours trouvé que marcher libérait les pensées qui, autrement, risquaient de s'accrocher obstinément au recoin de l'esprit. Elle passa devant le cottage de Madame Platt, où les rideaux s'agitèrent brusquement, et elle hocha poliment la tête. Près du monument aux morts, elle s'arrêta tandis que 2 jeunes filles passaient à toute vitesse à vélo, leur rire résonnant étrangement dans le silence qui planait sur la verdure. Ce fut un moment de normalité troublante dans un lieu qui semblait suspendu entre mystère et malaise. À 3h30 précises, Miss Marple arriva à la modeste maison en briques rouges de Miss Alice Denham. Le jardin était un peu envahi par la végétation, mais pas sauvage. Un certain abandon délibéré, peut-être. Mademoiselle Denham n'avait jamais été ce qu'on pourrait appeler une personne difficile. Elle avait vécu au village toute sa vie, s'était occupée de sa mère malade jusqu'à sa mort et était restée la plupart du temps seule, hormis sa longue amitié avec Éléanore. Ce seul fait avait toujours suscité quelques interrogations, surtout parmi les plus âgés, qui savaient rarement décrire, et encore moins comprendre, une femme qui préférait la compagnie d'autres femmes et la solitude des livres. Alice ouvrit la porte, pâle, un châle noué autour des épaules malgré la douceur de l'air. Elle parut surprise de voir Miss Marple, mais pas mécontente. « Oh, Miss Marple, je n'attendais personne. »« J'imagine que non, ma chère, » dit doucement Miss Marple. « Mais tu n'étais pas à l'église hier, et on était tous très inquiets. J'ai pensé t'apporter des biscuits à l'orge. Ils sont frais. » Il y eut un instant d'hésitation, une lueur d'émotion indéchiffrable dans les yeux d'Alice, puis elle recula. « Merci. Je vous en prie, entrez. » Le salon était frais et faiblement éclairé. Un petit feu brûlait dans la cheminée, mais un seul fauteuil se trouvait à proximité. Des livres étaient soigneusement empilés le long des murs, et l'air était imprégné d'un léger parfum de cire à la lavande et d'une odeur légèrement médicinale. « J'espère que tu te sens mieux aujourd'hui, »
dit gentiment Miss Marple en s'installant sur le canapé qu'on lui offrait. Alice était assise en face de moi, les mains jointes. J'ai eu une terrible migraine hier matin. Une de ces migraines qui surviennent sans prévenir. Je n'ai pas pu bouger du lit avant bien après-midi. À ce moment-là, j'ai appris ce qui s'était passé. Je n'arrivais pas à y croire. C'est compréhensible. Ce fut un véritable choc pour nous tous. Il y eut un moment de silence, le léger tic-tac d'une horloge sur la cheminée étant le seul son entre eux. J'ai cru comprendre que tu étais très proche d'Eleanor. Un petit sourire fragile. Oui, on l'était. Depuis des années, vraiment. Depuis l'école. Elle m'était très chère. Et comment te semblait-elle ces derniers temps? De bonne humeur, je veux dire. Alice baissa les yeux. Plus tout à fait elle-même. Depuis les fiançailles, en fait. Elle disait qu'elle était heureuse. Bien sûr, Eleanor disait toujours ce qu'il fallait. Mais je voyais bien. Quelque chose avait changé. Je lui ai demandé une fois, gentiment, si elle était sûre que c'était ce qu'elle voulait, et elle a ri. Puis elle a pleuré. Je n'ai jamais vraiment eu de réponse. Miss Marple hocha lentement la tête. L'avez-vous vue la veille du mariage? Non, répondit Alice rapidement. Non, pas avant 2 jours. Elle était occupée avec sa famille et les derniers préparatifs. C'est ce qu'elle m'a dit. Un silence. C'est ce qu'elle t'a dit, ou c'est ce qu'on t'a dit? Alice hésita. C'est ce qu'elle a dit dans un mot qu'elle a laissé devant mon portail. Un mot court. Elle a dit qu'elle me verrait à l'église. C'est très attentionné de sa part. Murmura Miss Marple. Sans insister davantage, elle remarqua l'absence de ce mot sur la table ou la cheminée. Non pas qu'elle s'attendait à ce qu'il soit oublié. Alice, pardonnez-moi, mais je dois vous demander. Y a-t-il quelque chose qu'Eleanor vous a dit, quoi que ce soit, qui pourrait expliquer son départ? Y avait-il quelqu'un d'autre? Quelque chose de son passé? Les mains d'Alice se crispèrent davantage. Elle répondit à voix basse. Il n'y avait personne d'autre. Mais elle avait peur. Je ne sais pas pourquoi, elle ne l'a pas dit. Mais je sais à quoi ressemble la peur chez quelqu'un. Elle a trimballé partout avec elle ces derniers temps, comme un manteau supplémentaire qu'elle ne voulait pas que personne ne remarque. Miss Marple prit congé peu après, avec un doux remerciement et une nouvelle demande de nouvelles de la santé d'Alice. En revenant dans l'allée, son esprit revint à l'image de la chambre nuptiale. La robe, intacte. Les perles, disparues. Les cendres dans la cheminée. Et maintenant, la peur. Pas d'hésitation, ni d'incertitude. La peur. À Carmichael House, elle trouva le colonel Carmichael debout dans le jardin, essayant de tailler une haie avec plus de force que de finesse. Sa mâchoire était serrée et ses yeux rouges, non pas de larmes, mais de la fatigue due à la perplexité. « Mademoiselle Marple, dit-il. Des nouvelles. Je viens de voir Mademoiselle Denham. Elle dit qu'Eleanor semblait craintive les jours précédant le mariage. » Les ciseaux s'arrêtèrent. Peur? De quoi? Elle ne m'a rien dit. Parfois, les filles parlent moins à leur père qu'à leurs amis, dit doucement Miss Marple. A-t-elle déjà parlé de Simon en termes incertains? Le colonel fronça les sourcils. Non, c'est un type plutôt bien. Tranquille. Pose. Le genre d'homme qui, selon moi, lui conviendrait. Et pourtant, vous hésitez. Je ne sais pas, dit-il en posant les ciseaux. C'est juste qu'après la mort de sa mère, Eleanor est devenue très contrôlée. Comme si elle se contrôlait elle-même. Jamais à sa place. Elle voulait que ce mariage soit parfait. Trop parfait, peut-être. Miss Marple jeta un coup d'œil vers la maison, les fenêtres du haut toujours fermées. Simon est-il passé après la disparition? Oui, hier soir. L'inspecteur Cray lui a posé quelques questions. Il semblait sincèrement désemparé. Miss Marple n'en doutait pas. Mais d'après son expérience, détresse et culpabilité ne vont pas toujours de pair. Elle était à mi-chemin du retour vers son cottage lorsqu'elle fut interceptée par la femme du vicaire, Madame Pottle, qui descendit le chemin en voletant avec une expression de confusion douloureuse. « Mademoiselle Marple, je ne sais pas quoi penser de tout ça, mais j'ai trouvé quelque chose d'étrange dans la sacristie ce matin. Je n'allais pas en parler, mais, eh bien, vu les circonstances. C'était une paire de gants, en satin crémé, des mariés, pliés soigneusement sous le banc où la mariée se serait assise avant de descendre l'allée. Étrangement déplacés, mais pas si surprenants en eux-mêmes, jusqu'à ce que Miss Marple découvre l'intérieur du gant droit. Une trace de suie, très fine, presque imperceptible. Elle le retourna doucement. « Tu es sûr que ce n'était pas là hier? » « Je le jure, »
dit Madame Pottle. Je les aurais vus. Je rangeais cet endroit juste avant la cérémonie. Miss Marple la remercia doucement et continua son chemin vers la maison, son esprit travaillant maintenant rapidement sur la lente accumulation de détails. Les gants, abandonnés après la disparition. La cheminée, utilisée ce matin-là malgré la chaleur. Les perles, absentes du reste des effets d'Eleanor. La note, commodément vague, citant qu'elle ait existé. Et la peur. Ce fil invisible qui tissait tout. Dans son jardin, alors que le crépuscule tombait sur Little Wishwood, Miss Marple était de nouveau assise avec son tricot, les aiguilles immobiles sur ses genoux. Elle ne se demandait plus où Eleanor était allée. Elle commençait à se demander qui l'avait aidée à disparaître et pourquoi quelqu'un avait fait tant d'efforts pour s'assurer que la robe ne soit jamais portée. Le lendemain matin, une pluie légère tomba sur Little Wishwood, une fine bruine qui rendit les chemins de pierre glissants et assombrissait les fleurs de lavande accrochées à leurs tiges. Le ciel était bas comme un dôme d'étain, et le chant habituel des oiseaux semblait étouffé, comme si même la nature refusait de s'immiscer dans l'inquiétude qui planait encore sur le village. Miss Marple se leva plus tôt que d'habitude. Elle fit bouillir de l'eau pour son thé et prépara ses tartines avec un calme méthodique, son esprit triant déjà les possibilités comme des fils dans sa boîte à couture, chaque détail devant être testé, assorti et comparé aux autres. À 8 heures, elle était sortie, châle sur les épaules, marchant non pas vers le jardin ou l'église cette fois, mais vers Marplace, où M. Simon Lovell habitait une maison modeste mais bien entretenue près de la rue principale. Il n'était pas d'usage pour une dame du rang de Miss Marple de rendre visite à un homme célibataire à l'improviste, mais il n'était pas non plus habituel pour une mariée de disparaître 1 heure avant son mariage. Les coutumes, pensait-elle, étaient utiles, jusqu'à ce qu'elles ne le soient plus. Simon ouvrit lui-même la porte. Ses yeux étaient creux, avec l'air insomniaque d'un homme en deuil ou cherchant à répondre à trop de questions. Il portait le même costume que celui du mariage, même si la cravate avait disparu et le col déboutonné. Sa politesse, lorsqu'il vit Miss Marple, semblait sincère. « Mademoiselle Marple, c'est inattendu. J'espère ne pas être importun, mais je pensais te parler, si tu le peux. Je sais que ça a été un choc terrible. » Il hésita un instant avant de s'écarter. « Bien sûr. Entrez, s'il vous plaît. » Le salon était sobrement meublé, la décoration impersonnelle, des tissus gris, quelques gravures de paysages, une bibliothèque bien rangée. Rien ne laissait présager une personnalité, ce qui, à sa manière, était révélateur. Miss Marple prit place dans un fauteuil usé près de la fenêtre. « Tu l'aimais, n'est-ce pas » demanda-t-elle doucement. Simon cligna des yeux. « Oui, dit-il. Puis, après un silence, je croyais l'avoir fait. » Miss Marple inclina légèrement la tête. « Vous semblez hésitant. » Il passa une main dans ses cheveux. Eleanor était élégante, intelligent, gentle, mais difficile à savoir. J'ai essayé, vraiment, mais j'ai toujours eu l'impression qu'elle ne disait pas quelque chose. Et ces derniers temps, elle semblait différente. Tender, distrait. Est-ce qu'elle a déjà dit pourquoi? Non. Je pensais que c'était le mariage. Le stress et la pression. Son père voulait que tout soit parfait. Peut-être que moi aussi. Mais j'ai commencé à me demander, juste avant le jour J, si elle ne m'échappait pas. Miss Marple hocha la tête. Lui avez-vous déjà posé des questions sur Miss Denham? Simon eut un petit rire, bien que dénué d'humour. Tu n'es pas le premier à suggérer ça. Ma sœur a dit la même chose, fais attention à l'ami, m'a-t-elle dit. Mais Eleanor, Annie. Elle a dit qu'Alice était sa plus vieille amie, rien de plus. Et tu l'as cru? J'en avais envie. Mais j'ai vu comment elle la regardait. Pas scandaleux, tu comprends. Juste, comme quelqu'un qui regarde l'endroit où il veut être. Miss Marple le regarda avec une compassion silencieuse. Et maintenant, elle est partie, et personne ne sait où. Simon leva brusquement les yeux. Tu ne penses pas qu'elle est morte? Je pense, dit Miss Marple, que les gens qui planifient leur disparition comptent souvent sur le fait que d'autres interprètent mal les détails. Et lorsqu'une pièce est trop rangée et que la peur n'a pas de source évidente, cela signifie généralement que la vérité est soigneusement masquée. Ils fronça les sourcils. Tu crois qu'elle a planifié? Je pense que quelqu'un l'a fait. Lorsqu'elle partit, Simon resta silencieux à la porte, refusant de la raccompagner, ce qui ne dérangea pas Miss Marple. Il en avait dit plus qu'il ne le pensait, et elle comprenait maintenant quelque chose de très important, non pas à propos d'Eleanor, mais à propos de ce qu'elle avait craint.
De retour à Little Wishwood, la nouvelle de la visite matinale de Miss Marple avait déjà commencé à circuler, car peu de choses restaient privées dans un village comme celui-ci. Madame Platt rapporta l'avoir vue sortir directement du portail, aussi déterminée qu'elle le souhaitait, et M. Hargreave, de la laiterie, remarqua qu'elle avait emprunté le sentier longeant là et au lieu du chemin, un détail qu'il jugeait révélateur, sans pouvoir préciser lequel. À la maison des Carmichael, l'inspecteur Cray était revenu, cette fois avec plus de questions et visiblement moins de patience. Il parlait à nouveau avec Judith Ferrier, assise, drapée dans un châle, sirotant un café et rayonnant d'ennui. « Je te l'ai déjà dit, dit-elle en exhalant de la fumée. Je n'ai pas vu Eleanor le matin du mariage. Nous avons discuté brièvement la veille. Elle semblait distraite. C'est tout. The straight comment. Elle écrivait quelque chose, dit Judith. Un mot, peut-être. Elle l'a vite rangé quand je suis arrivé. Un mot à qui? Elle ne l'a pas dit, mais ça avait l'air personnel. L'inspecteur fronça les sourcils. Et vous n'avez pas pensé à le mentionner avant? Je ne pensais pas que ça avait d'importance. À ma connaissance, c'était une liste pour le traiteur. Miss Marple arriva juste au moment où Judith prononçait cette dernière remarque. Elle attendait à l'entrée, et le colonel Carmichael, semblant soulagé de la voir, la fit entrer et lui fit place dans le salon. « Mademoiselle Marple, dit l'inspecteur d'un ton à moitié gracieux. Des observations ce matin? Seulement que la vérité, comme une bonne dentelle, demande de la patience pour être démêlée. » Cray poussa un long soupir de douleur. Nous avons interrogé tout le monde. Personne ne l'a vu partir. Il n'y a aucun signe d'acte criminel, aucun mobile clair, et aucune preuve qu'elle soit partie sous la contrainte. On tourne en rond. Alors peut-être devrions-nous examiner ce qui n'a pas été fait, a déclaré Miss Marple. Judith leva légèrement les yeux au ciel. Comme la cheminée, répondit Miss Marple. Elle était allumée le matin du mariage, même si elle n'était pas froide. On y a trouvé des cendres intactes, compatibles avec la combustion de papier. La servante ne l'a pas allumée. Éléonore n'en avait certainement pas besoin pour se réconforter. Alors pourquoi l'a-t-elle allumée? Tu dis qu'elle a brûlé quelque chose? Demanda Cray. Peut-être. Une lettre, un mot, quelque chose destiné à rester caché. Judith plissa les yeux. Et tu crois que c'était le mot que je l'ai vu écrire? Je pense, dit Miss Marple, qu'Eleanor savait qu'elle ne pouvait laisser un écrit sans que cela soit découvert. Mais elle savait aussi qu'elle devait envoyer un message, peut-être à une seule personne. L'inspecteur resta silencieux un long moment, puis se tourna vers le colonel Carmichael. Nous allons faire examiner les cendres. Peut-être y a-t-il encore quelque chose à récupérer. Miss Marple s'y leva. Pendant ce temps, je crois que je vais reparler à Madame Forbes. Il y a quelque chose dans les déplacements de la maison ce matin-là que je ne comprends pas encore. Madame Forbes, corpulente et le visage rouge, accueillit Mademoiselle Marple avec surprise mais respect dans la cuisine. Elle lui raconta ses déplacements du matin avec une précision méticuleuse. J'ai aidé Mademoiselle Eleanor à se coiffer, puis je l'ai laissée seule vers 11 heures. C'est à ce moment-là qu'elle a dit avoir besoin d'un moment de solitude. Je ne suis remonté que peu avant minuit, quand j'ai frappé, mais je n'ai pas eu de réponse. Et la pièce elle-même? Demanda Miss Marple. Manquait-il quelque chose? Non, répondit Madame Forbes. Puis elle marqua une pause. Seulement les perles. C'était bizarre. Je pensais qu'elle les porterait, mais elle n'était pas avec le reste. Avait-elle un sac à main? Une valise? Je n'en ai vu aucun. Miss Marple fronça les sourcils. Et y a-t-il eu des livraisons à la maison avant? Madame Forbes cligna des yeux. Maintenant que vous en parlez, oui. Un petit paquet. Eleanor l'a pris elle-même. Très discret. Miss Marple la remercia et sortit, une première certitude s'installant enfin dans son esprit. Elle savait désormais comment Eleanor avait disparu, et très probablement, qui l'avait aidée. La question n'était plus de savoir ce qui était arrivé à Eleanor Carmichael. La question était, qui mentait pour la protéger et que craignait-il si la vérité éclatait? Tandis que la pluie se diluait en brume et que la lumière de l'après-midi filtrait prudemment à travers les nuages, Miss Marple retourna vers le centre de Little Wishwood, ses pensées rythmant subtilement. Un non-dit s'était produit entre la disparition d'Eleanor et les instants précédents, quelque chose de soigneusement dissimulé, mais imparfaitement. Les perles manquantes dans la chambre nuptiale soigneusement préparée, les gants maculés de suie dans la sacristie, l'incendie étrangement programmé,
l'unique colis qu'Eleanor avait reçu discrètement. Ce n'étaient pas les éléments d'une disparition chaotique. C'étaient les éléments d'un plan. Mais de qui? À la sortie du village, elle s'engagea dans un étroit sentier bordé de mûriers, dont les ronces étaient gluantes sous la pluie persistante. Le sentier ne menait ni au Carmichael, ni à l'église, ni même au pré, mais à l'écurie transformée en cottage qui appartenait à Alice Denham. Encore une fois, il y avait quelque chose que Miss Marple n'avait pas dit lors de sa précédente visite. Un instant où la voix d'Alice avait tremblé, non pas de chagrin, mais d'incertitude. Comme si elle pesait chaque mot en fonction de son poids et de ses conséquences. Miss Marple avait déjà observé ce comportement. Chez des femmes qui avaient des secrets qui n'étaient pas tout à fait les leurs. Chez des femmes qui essayaient d'être courageuses pour quelqu'un d'autre. Alice répondit plus lentement cette fois, et son expression était prudente. « Tu es de retour ?» dit-elle. Ce n'était pas une question. « J'en ai bien peur », répondit doucement Miss Marple. « Je suis venue parce que j'ai une question très précise à vous poser. Et j'espère que vous me répondrez honnêtement. » Alice hésita. « Qu'est-ce que c'est? Éléonore est-elle venue vous voir le matin du mariage? Même brièvement ?» Il y eut une longue pause. Alice s'écarta alors et laissa entrer Miss Marple sans un mot. Elle ne répondit qu'une fois, toutes deux assises, et même là, elle évita le regard de Miss Marple. « Oui, dit-elle finalement. Elle est arrivée très tôt, juste après 7 heures. Elle était trempée d'avoir marché dans le pré dans l'obscurité. Je lui ai donné du thé. Elle avait l'air effrayée, mais certaine. Qu'a-t-elle dit? Qu'elle ne pouvait pas aller jusqu'au bout, qu'elle avait besoin d'aide pour disparaître, mais seulement pour quelques jours. Juste le temps de prendre de l'avance. Elle n'a pas voulu dire où elle allait, seulement que je ne devais pas poser de questions. Elle m'a dit de n'en parler à personne. Je ne savais pas quoi faire d'autre. » Miss Marple tendit la main et toucha légèrement celle d'Alice. « Tu l'aidais à échapper à quelque chose, n'est-ce pas? » Alice hocha la tête, la gorge serrée. Elle n'a pas dit quoi. Mais je pense qu'elle était victime de chantage. Ou de menaces. Quelque chose de son passé, ou de celui de quelqu'un. Et elle était terrifiée à l'idée que cela se sache si elle décidait de se marier. Est-ce qu'elle est partie avec quelque chose? Juste un manteau, son sac à main et quelque chose emballé dans du papier craft. Elle ne voulait pas que je voie ce que c'était. Miss Marple repensa au colis arrivé un jour ou deux avant le mariage. Quel que soit son contenu, Eleanor l'avait emporté avec elle, pas la robe, ni le voile, mais cela. Est-ce qu'elle a dit quand elle écrirait? Non, mais elle m'a fait promettre de ne rien dire, sauf si quelqu'un d'autre était en danger. Miss Marple hocha légèrement la tête. Merci, ma chère. Tu as fait ce que beaucoup n'auraient pas fait. Elle quitta la maison d'Alice avec une lourdeur dans la poitrine. Non pas de déception, mais de confirmation. Eleanor se cachait, certes, mais ce n'était ni la lâcheté ni la timidité qui l'Y avait poussée. C'était la peur, peut-être le chantage. Ce qui signifiait que quelqu'un au village, ou un proche, avait une influence sur elle. De retour à son chalet, elle trouva le colonel Carmichael qui l'attendait devant le portail, son chapeau humide et sa moustache légèrement tombante dans l'air humide. Il se retourna à son approche, le visage tiré. « Je reviens du commissariat, » dit-il doucement. Ils ont retrouvé quelque chose dans la cheminée de la chambre d'Eleanor. Un fragment d'une lettre brûlée. Ce n'était qu'un fragment, mais il y avait un nom dessus. Judith. Miss Marple cligna des yeux, une seule fois. Et qu'est-ce que Judith a à dire pour sa défense? Elle a tout nié. Elle a dit qu'Eleanor lui écrivait probablement à propos d'un détail du mariage. Mais je ne sais plus. Je ne connais pas ma propre nièce. Elle a toujours été imprévisible. Éléonore et Judith se sont-elles disputées? Je ne dirais pas que c'était une dispute, mais ils n'étaient pas proches. Judith n'est revenue dans nos vies que récemment, après des années à Londres. Elle a dit vouloir aider pour le mariage, mais elle a à peine levé le petit doigt. Miss Marple repensa au ton dédaigneux de Judith, la fumée de sa cigarette tourbillonnant dans l'air tandis qu'elle niait à tout bout de champ toute signification. Et maintenant, une lettre brûlait, mais son nom était toujours là. Elle posa une dernière question au colonel avant qu'il ne se retourne pour partir. Judith avait-elle accès à la liste des invités du mariage? Il parut surpris. Oui. Pourquoi? Parce que je soupçonne que quelqu'un qui n'avait jamais eu l'intention d'y assister aurait pu avoir de très bonnes raisons de le faire s'il avait vu cette liste. À la tombée de la nuit, Miss Marple passa un dernier coup de fil, cette fois au presbytère. Elle se souvenait d'un souvenir étrange, les gants dans la sacristie, oubliés.
Pas seulement des gants de mariée, mais posés avec soin, pas lâchés à la hâte. Presque posés. Laissés comme un symbole, pas comme une perte. Madame Pottel s'est montrée plus ouverte cette fois-ci, surtout après que Mademoiselle Marple lui ait poliment mais fermement demandé l'accès à l'église la veille du mariage. « Oui, dit-elle. Elle n'est jamais fermée à clé, pas complètement. Jusqu'au matin. Les gens aiment venir prier la veille des grandes messes. Et quelqu'un est venu la veille du mariage d'Éléanore. » Madame Pottel fronça les sourcils. « Maintenant que vous le dites, oui. Judith Ferrier. » Elle a dit qu'elle voulait un moment de calme pour réfléchir. Cela a scellé le sort. Miss Marple rentra chez elle à travers le brouillard qui montait, son châle serré contre elle. Judith était venue à l'église la veille. Judith, dont le nom figurait sur une lettre brûlée. Judith, qui avait accès aux affaires d'Éléanore et qui semblait curieusement indifférente à sa disparition. Judith, qui avait toutes les raisons de s'assurer qu'Éléanore ne se rende pas dans l'église. De retour dans sa chaumière, Miss Marple était assise près du feu, son tricot posé sur ses genoux, ses pensées se concentrant. Éléanore avait laissé sa robe de mariée pour marquer le coup. La cérémonie était abandonnée, pas gâchée. Mais elle avait emporté autre chose, quelque chose qui valait la peine de fuir. Un paquet. Peut-être une preuve. La preuve de quoi? Miss Marple ferma l'asio. Un colis de la poste. Une lettre à moitié brûlée. Un nom. Une peur. Une cachette. Judith n'était pas simplement indifférente. Elle était complice. Et Miss Marple avait le sentiment de ne pas être la seule à cacher quelque chose. Quelqu'un avait une raison de garder Éléanore silencieuse, et une raison de brûler ce qu'elle essayait de révéler. Il était temps, pensa Miss Marple, de parler non seulement à la police, mais aussi de confronter Judith elle-même. Et elle le ferait comme elle le faisait toujours, avec une civilité calme, des manières douces et la conviction tranquille que la vérité, lorsqu'on la pressait avec juste la bonne pression, remonterait toujours à la surface. Miss Marple attendit la fin de la matinée du lendemain pour rendre visite à Judith Ferrier. À ce moment-là, le village s'était apaisé, plongé dans une étrange accalmie, moins par résolution que par épuisement. Les rumeurs, bien que toujours vives, avaient commencé à tourner en rond, incapables d'apporter quoi que ce soit de nouveau. La mariée avait disparu. On le savait. Mais au-delà de cela, tout semblait trop calme. Judith logeait dans l'aile de la maison Carmichael, occupant la suite d'amis donnant sur le jardin. Les rideaux de la fenêtre étaient tirés lorsque Miss Marple s'approcha, ce qu'elle remarqua sans surprise. Judith, soupçonnait-elle, n'était pas du genre à se lever tôt sans raison valable. Lorsque la porte s'ouvrit, Judith semblait avoir passé une nuit blanche. Ses cheveux étaient lâchement noués, une robe de chambre négligemment nouée à sa taille, et une cigarette était déjà allumée entre deux doigts. Son expression, cependant, était alerte dès qu'elle remarqua son visiteur. « Mademoiselle Marple, dit-elle en s'écartant avec un demi-sourire qui tenait plus du masque que de la salutation. Vous venez me livrer une nouvelle salve de soupçons enrobés de compliments. Miss Marple entre sans rieger à la provocation. Oh non, ma chère. J'ai largement dépassé le stade du soupçon. Judith haussa un sourcil. Vraiment? Oui, répondit Miss Marple en s'asseyant près de la fenêtre. Parce que vous avez déjà raconté trop d'histoires qui ne collent pas vraiment. Et j'ai toujours pensé que lorsque les gens adaptent leurs souvenirs à des circonstances changeantes, c'est généralement parce qu'ils protègent quelque chose ou quelqu'un. Judith ne répondit pas. Elle se dirigea vers le buffet, se versa un demi-verre de vin ambré et but une longue gorgée. J'ai eu des journées plutôt pénibles, dit-elle enfin. Pardonnez-moi si je ne suis pas d'humeur à résoudre une devinette. Pas d'énigme, promis. Juste quelques vérités très simples. Tu étais à l'église la veille du mariage. Seul. Je l'ai dit à la femme du pasteur. Ce n'est pas vraiment un crime, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Mais vois-tu, Judith, je crois que tu as laissé quelque chose derrière toi. Pas par accident. Je crois que tu as caché les gants dans la sacristie. Juste assez pour suggérer qu'Éléanore était là. Juste assez pour insinuer qu'elle avait eu la frousse, qu'elle s'était enfuie de son plein gré. Mais pas assez pour que l'on comprenne clairement ce qu'elle fuyait. Le sourire de Judith s'éclaircit. C'est un sacré bond en avant. Pas vraiment. Parce que la lettre d'Éléanore, celle dont tu prétendais ne rien savoir, portait ton nom. Et je crois qu'elle voulait qu'on la retrouve. Mais tu l'as trouvée en premier. C'est pour ça que tu as allumé le feu dans sa chambre. Pour la brûler. Judith se tourna vers la fenêtre, son reflet se reflétant faiblement dans la vitre. Tu ne peux rien prouver de tout ça.
Je n'en ai pas besoin. Mais les cendres sont déjà examinées par la police. Et si on découvre quelque chose de nouveau, et vous devez savoir qu'il y a toujours un risque, ils arriveront à la même conclusion. Même si, j'oserais dire, avec moins de politesse. Judith resta silencieuse un moment. Puis, doucement, ça n'aurait pas dû aller aussi loin. Non. Ces choses-là n'existent jamais. Judith se retourna. Son regard n'exprimait plus le dédain que Miss Marple avait observé depuis le premier jour. À présent, il brillait d'une lueur proche de la résignation. Ou peut-être de la peur. Je ne lui ai pas fait de mal. Si c'est ce que tu penses. Je ne lui ai rien fait. Non, je crois que non. Mais tu as menacé de le faire. Ou plutôt, tu as menacé de révéler quelque chose qu'Eleanor ne voulait pas rendre public. Quelque chose qui ruinerait quelqu'un à qui elle tenait. Quelqu'un comme Alice Denham. Le silence qui suivit fut une réponse suffisante. Miss Marple insistait doucement. Elle ne fuyait pas Simon, ni le mariage. Elle essayait de protéger Alice. De ce que vous prétendiez savoir, peut-être une vieille lettre, un moment d'insouciance de jeunesse, ou juste assez d'insinuations pour ruiner la vie paisible d'Alice dans ce village. Je ne pense pas que vous en ayez eu besoin de grand-chose. Les lèvres de Judith s'entr'ouvrirent légèrement, mais elle ne dit rien. Et je crois qu'Eleanor a conclu un marché. Elle disparaîtrait discrètement, ruinant sa réputation, et même la fierté de Simon, si cela impliquait de protéger Alice. Il suffisait d'accepter de garder le silence. Mais Eleanor était futée. Elle a laissé des traces. Les gants, les perles manquantes, la cendre maladroite. Elle s'est assurée que le chemin puisse être suivi par quelqu'un qui la connaissait suffisamment bien pour essayer. Judith s'installa dans le fauteuil d'en face et s'assit lourdement. « Je ne pensais pas qu'elle irait jusqu'au bout, » dit-elle. Sa voix était désormais calme, dénuée de toute affectation. Je pensais qu'elle bluffait, qu'elle essayait de m'appeler. Mais quand elle est partie, vraiment partie, j'ai paniqué. Alors tu as brûlé la lettre. Oui. Un petit rire amer. Et j'ai planté les gants. Je pensais que ça détournerait l'attention. On dirait une mariée nerveuse qui s'est enfuie. Mais c'était trop soigné, dit doucement Miss Marple. Eleanor ne l'aurait pas fait aussi soigné. À moins qu'elle ne veuille que quelqu'un sache la vérité. Judith expira lentement. Je n'ai jamais voulu la blesser. Je pensais juste qu'elle avait besoin d'apprendre que les gens comme Alice n'ont pas droit à des fins de conte de fées. Qu'elle rêvait. Que si elle quittait Simon, elle ne se retrouverait qu'avec un scandale et une maison vide. Miss Marple la regarda, pour la première fois, avec une pointe de tristesse. Et pourtant, Eleanor était prête à tout risquer, son nom, sa sécurité, son avenir pour quelqu'un qu'elle aimait. Judith se détourna, mais pas avant que Miss Marple ne voie ses yeux s'illuminer. Dehors, les nuages commençaient à se dissiper, laissant entrer de fines bandes de lumière qui frappaient le jardin d'or. Miss Marple s'est levée. Je ferai savoir à l'inspecteur Cray ce que j'ai appris. Je ne m'attends pas à des accusations. Il n'y a aucun crime à nommer. Mais vous avez commis quelque chose de bien plus corrosif que le vol ou la violence, Miss Ferrier. Vous avez tenté de détruire l'amour par mépris. Judith ne la suivit pas jusqu'à la porte. Elle resta assise, son verre intact. Miss Marple retourna à son cottage d'un pas plus léger qu'il ne l'avait été depuis des jours. Il y avait encore du travail à faire, bien sûr. Il fallait annoncer gentiment à Alice que le danger immédiat était passé. Et le colonel Carmichael méritait de savoir que sa fille était partie non pas par déshonneur, mais par défi. La police apprendrait bientôt, par des moyens discrets, qu'Eleanor avait retiré de l'argent quelques jours avant le mariage, suffisamment pour rester cachée. Une femme correspondant à sa description avait probablement été aperçue dans une pension de famille sur la côte. Miss Marple ne doutait pas qu'Eleanor reviendrait. Peut-être pas de sitôt, mais un jour, et seulement lorsqu'elle saurait qu'Alice était en sécurité. De retour dans son salon, elle reprit son tricot, la laine glissant doucement sur ses doigts. Le modèle était ancien. Fiable. Tout à fait comme la nature humaine, pensa-t-elle. Il y avait toujours des fils, certains effilochés, d'autres noués, d'autres presque invisibles. Mais avec soin, patience et une main sûre, l'ensemble pouvait toujours être rendu clair. Après tout, ce n'était pas la robe. C'était la raison pour laquelle elle n'était jamais portée. Et maintenant que cette raison était connue, Miss Marple s'autorisa un léger sourire et se tourna à nouveau vers le rythme tranquille de ses aiguilles. Bien que le village ait commencé à retrouver une certaine normalité, le malaise sous-jacent ne s'était pas encore complètement dissipé. Les gens parlaient plus bas,
jetait un coup d'œil par-dessus leur épaule avant de bavarder, et comblait les silences d'une gaieté forcée. Le choc de la disparition de la mariée avait transformé Little Wishwood, moins dans ses habitudes que dans son ton. Un silence régnait sous la surface de chaque conversation, une question non pleinement posée. Miss Marple, cependant, savait que le mystère n'était pas encore résolu. La disparition d'Eleanor avait été orchestrée, certes, et la manipulation de Judith révélée, mais une tension subsistait au cœur de l'affaire. Quelque chose dans la peur d'Eleanor demeurait irrésolu. Judith avait menacé de dénoncer, certes, mais cela n'expliquait pas entièrement l'urgence d'Eleanor ni sa précision. Il y avait eu du désespoir dans ses actes, et ce désespoir impliquait des enjeux bien plus importants que sa seule réputation. Le lendemain matin, Miss Marple reçut une enveloppe simple, marron, remise en main propre, même si l'écriture était indéniablement celle d'Eleanor. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier à lettres et un brin de lavande de mer pressée. « Chère Miss Marple, je ne doutais pas que tu verrais clair. Je suis sain et sauf. S'il te plaît, dis à Père que je n'ai jamais eu l'intention de lui faire honte. J'avais juste besoin de temps. » Les menaces de Judith n'étaient pas seulement les siennes. Elles n'étaient que l'écho de la voix de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui nous avait déjà trop pris. L'histoire est loin d'être terminée, mais pour l'instant, croyez-moi, je n'avais pas le choix. Je reviendrai dès que possible. Avec gratitude. Eleanor. Miss Marple le lut 2 fois, chaque ligne plus attentivement que la précédente. Judith n'était que l'écho d'une voix étrangère. La phrase la frappa d'une clarté sereine. Judith avait été intelligente, certes opportuniste et froide, mais pas assez rusée pour instiller une peur aussi profonde. Elle avait exploité la vulnérabilité d'Eleanor, mais cette vulnérabilité était antérieure à son arrivée. Et maintenant, Eleanor prétendait que quelqu'un d'autre était derrière tout cela, quelqu'un qui en avait déjà trop pris. Miss Marple plia lentement la lettre. Ce n'était pas fini. Pas tout à fait. Il y avait eu un deuxième acteur, une ombre derrière la menace de Judith. Elle trouva l'inspecteur Cray devant le commissariat de Marplace, en train de fumer sa première cigarette du matin, et lui tendit le mot. Il le lut en silence, fronçant les sourcils à chaque ligne. « Tu crois qu'elle désigne quelqu'un d'autre » demanda-t-il. « Je le sais, » répondit Miss Marple. « Judith a peut-être utilisé le secret, mais je crois maintenant qu'elle ne l'a pas découvert toute seule. » Cray tapota le sol avec de la cendre. Ce qui veut dire que quelqu'un le lui a dit. Quelqu'un qui a intérêt à ce que Eleanor reste silencieuse. Miss Marple hocha la tête. Et si on regarde les choses sous cet angle, Judith pourrait bien ne pas être à l'origine de la menace, mais simplement sa porteuse. Les yeux de Cray se plissèrent. Mais qui voudrait qu'Eleanor disparaisse? Disparue définitivement, pas seulement embarrassée? Et qu'est-ce qu'il ne voulait pas voir révélé? C'est ce que nous devons maintenant découvrir, répondit Miss Marple. Ils commencèrent par la correspondance d'Eleanor, le peu qu'elle avait laissé derrière elle. L'inspecteur Cray, l'ayant déjà récupéré plus tôt dans la semaine, récupéra le petit paquet de notes et de lettres. La plupart étaient anodines, des demandes de renseignements de la couturière, une confirmation du fleuriste, un court mot d'un cousin de Bath. Mais une enveloppe, adressée d'une écriture épaisse et élégante, se démarquait. Il n'y avait pas de nom d'expéditeur, seulement les initiales GM et un cachet d'Oxford. Le contenu était clairsemé, une seule ligne. Je vous suggère de bien réfléchir à qui pourrait écouter lorsque des secrets sont transmis entre vous et votre ami. Miss Marple le lut 2 fois. Il n'y a pas de contexte, dit Cray. Aucune menace directe. Mais l'implication est forte. Miss Marple tint l'enveloppe à la lumière. Oxford, murmura-t-elle. Eleanor a-t-elle fait des études universitaires? Bereavement. Elle a étudié l'anglais à Lady Margaret Hall avant de partir après sa première année. Des circonstances familiales, apparemment. Miss Marple leva les yeux. Voilà un nom à vérifier. GM, quelqu'un du passé d'Eleanor. Pendant que Cray envoyait un agent de police pour commencer l'enquête, Miss Marple parcourait le long chemin du retour vers le village, s'arrêtant au cimetière où les noms des anciens Carmichael et de leurs proches étaient gravés dans la pierre couverte de lichen. Elle a trouvé ce qu'elle cherchait près du mur nord, une pierre plus petite, plus récente, moins ornée. Georgina May Carmichael, 1920–1948. Fille et sœur bien-aimée. Georgina, un prénom avec les mêmes initiales. La tante d'Eleanor, peut-être, ou plus. C'est alors qu'un petit détail pointu s'est mis en place.
Judith avait dit qu'Éléanore protégeait Alice. Mais Éléanore n'avait jamais dit à Alice où elle allait. Ni par écrit, ni par écrit. Ce n'était pas le comportement de quelqu'un qui essaie de sauver un amant. C'était celui de quelqu'un qui essaie d'empêcher un ami d'être entraîné dans des abîmes plus sombres. Et la menace ne venait pas du scandale d'Éléanore, mais de celui de Georgina. Miss Marple retourna auprès du colonel Carmichael cet après-midi-là, le trouvant une fois de plus en train de tailler ses haies avec une précision militaire. Ses mains s'immobilisèrent à son approche. « J'ai reçu une lettre d'Éléanore, dit-elle doucement. Elle est saine et sauve. I'll bless you. Dieu merci. Elle m'a demandé de vous dire qu'elle a fait ce qu'elle a fait pour protéger quelqu'un. » Il parut perplexe, puis méfiant. « Alice. » Miss Marple secoua la tête. « Non. Votre famille. Elle croit qu'on a utilisé un élément du passé contre elle. Un élément impliquant Georgina. » Le visage du colonel changea lentement. Sa posture se raidit, non pas par fierté, mais par effort, comme s'il se soutenait contre quelque chose de lourd. « C'était ma sœur, dit-il finalement. Elle est morte jeune. Une tragédie. Un suicide. Plus personne n'en parle. Personne, peut-être, à part Éléonore. » Il resta silencieux un long moment. Puis il dit, « Elle a trouvé ses lettres. Celle de Georgina. L'année dernière. Dans un vieux bureau, quand elle a aidé à ranger mon bureau. J'avais oublié qu'elles étaient là. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? » Il fixait, l'œil étaillé. Elle avait aimé un homme. Un précepteur. D'Oxford. Mais il l'a quittée. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte, la honte, elle n'a pas pu l'affronter. Finalement, elle a mis fin à ses jours. Discretement. On a dit aux gens que c'était une maladie. Et cet homme? Je ne me souviens même plus de son nom complet. Elle ne l'appelait que par ses initiales. Monsieur Éléanore m'a posé des questions à ce sujet, elle voulait savoir qui il était. Je lui ai dit de ne rien dire. Miss Marple hocha doucement la tête. Mais personne d'autre ne l'a vu. Quelqu'un a vu ses lettres. Peut-être un membre de la famille. Il pâlit légèrement. Judith. Ou quelqu'un à qui Judith a parlé. Elle n'a peut-être pas inventé la menace, mais elle l'a transmise de son plein gré. Cray revint plus tard dans la soirée avec des nouvelles d'Oxford, le nom de Gregory Manning. Professeur de littérature anglaise dans les années 1940, il fut discrètement renvoyé en 1948 après une affaire disciplinaire privée. Il avait pris sa retraite dans l'ombre et vivait désormais, de toute évidence, aux abords de Marples, sous un nom de famille légèrement différent. Miss Marple n'avait pas besoin de lui rendre visite. Elle savait déjà ce qu'ils allaient trouver. Un homme qui avait passé sa vie à essayer de contourner une erreur sans succès. Le dernier fil conducteur du scandale était entre les mains d'Éléanore, et quelqu'un, Judith ou une autre, avait craint ce qui pourrait arriver si elle parlait. Ce soir-là, Miss Marple était assise seule dans son salon, la pluie claquant à nouveau contre la fenêtre. Elle regarda une dernière fois la lettre d'Éléanore avant de la replier. La vérité n'était ni un meurtre, ni un vol, ni une passion, mais une honte. Une vieille honte, accrochée comme du lierre à un nom de famille. Et Éléanore, en disparaissant, en avait fait ressurgir le dernier fil. C'était, finalement, la seule robe qu'elle avait choisie. Pas de dentelle ni de soie, mais quelque chose de bien plus audacieux. Miss Marple alluma une lampe, se servit une tasse de thé et reprit son tricot. Le motif avait légèrement changé, une maille perdue, puis reprise. Juste assez pour empêcher le tout de se défaire. Miss Marple se réveilla le lendemain matin avec le sentiment que le mystère se résolvait, non pas comme une solution soudaine, mais comme les derniers pas lents d'une danse s'achevant. Et pourtant, il restait une musique inachevée. L'identité de Gregory Manning et son lien passé avec Georgina avaient éclairé beaucoup de choses, mais pas tout. La disparition d'Éléanore avait été le point culminant d'une histoire très ancienne, certes, mais le sentiment persistait que tous les personnages n'avaient pas encore fait leur apparition complète sur scène. Alors qu'elle était assise à sa table de petit déjeuner, penchée sur une lettre à moitié terminée destinée à Raymond West, son neveu, on frappa à la porte. Lorsqu'elle ouvrit, elle trouva l'inspecteur Cray debout, non pas pressé, mais déterminé. « J'ai reçu quelque chose, dit-il sans préambule. Pas du village. De la côte. » Elle l'invita immédiatement à entrer, sachant déjà que la lettre devait être parvenue à la police peu de temps après la sienne. Il lui tendit une deuxième enveloppe, plus lourde et formelle. L'adresse de retour était celle d'une petite maison d'hôte en bord de mer à Douvres. « C'est de la part d'Éléanore, dit-il. Elle a joint un document.
Miss Marple brisa le sceau et en sortit une lettre contenant une feuille pliée. La lettre était écrite de l'écriture soignée d'Eleanor, même si elle tremblait par endroits. Cher inspecteur Cray, si vous lisez ceci, c'est que vous avez découvert suffisamment de vérité pour comprendre pourquoi j'ai dû disparaître. Mais je crois que vous méritez le reste. Vous trouverez ci-joint une déclaration sous serment signée de Gregory Manning, anciennement George Ménard, attestant de sa relation avec ma défunte tante Georgina Carmichael et reconnaissant la paternité de son enfant. Je ne partage pas cela à la légère. Pendant des années, mon père, inconsciemment ou non, a laissé cette partie du passé être enterrée, et Judith, eh bien, elle l'a exhumée et l'a utilisée cruellement. Mais le véritable mal, j'en suis venu à le comprendre, n'était pas le scandale en lui-même. C'était le silence qui a suivi. Le déni. Le prix à payer. Vous constaterez que M. Manning confirme également qu'après la mort de Georgina, il a reçu une lettre de menace anonyme d'un membre de la famille Carmichael, le pressant de disparaître sous peine de déshonneur public. Je crois maintenant que cette menace provenait de ma grand-mère, décédée peu après. Mais le secret persistait. J'ai trouvé les lettres de Georgina. J'ai confronté Judith lorsque j'ai soupçonné qu'elle les avait trouvées aussi. Elle a menacé de révéler à Alice ce qu'elle pensait que le village ferait de notre amitié, de jeter une ombre là où il n'y en avait pas. Je crois qu'elle détestait surtout l'idée que je choisisse l'honnêteté là où elle avait toujours choisi la stratégie. S'il vous plaît, protégez Alice. Elle n'en savait rien. Et je reviendrai à temps pour parler en mon nom. Avec respect et confiance. Eleanor Carmichael. Miss Marple Tamina S.A., Lecture Lentamet. Elle tendit la déclaration sous serment à l'inspecteur sans commentaire, le regardant en parcourir le contenu. Il laissa échapper un soupir. Cela suffit à clore l'affaire formellement. Pas de crime, pas d'accusation, mais cela clarifie certainement le mobile de la tromperie. Elle voulait assumer la honte, dit Miss Marple, pour éviter que d'autres ne soient touchés. Un instinct très ancien, je crois, et très anglais. On enterre le scandale en espérant qu'il ne ressurgira pas. Cray leva les yeux. Diriez-vous que Judith était au courant de la menace qui pesait sur M. Manning? Miss Marple réfléchit. Je pense qu'elle s'en doutait. Peut-être espérait-elle utiliser ce soupçon pour contrôler Eleanor. Mais je ne pense pas qu'elle ait eu connaissance de la lettre originale à Manning. Ou si elle l'avait su, elle n'a jamais su qui l'avait écrite. Ce qui comptait pour elle, c'était l'influence. Cray hocha la tête. Et elle en avait juste assez pour effrayer Eleanor et la faire disparaître. En effet, même si je soupçonne qu'Eleanor ait utilisé cette peur pour s'en libérer. Elle a choisi de disparaître avant que le passé ne l'engloutisse. Cray plia soigneusement les papiers et les remit dans l'enveloppe. Ceci sera versé au dossier officiel, mais je ne le ferai circuler que si nécessaire. Nous dirons au village qu'Eleanor a quitté de rechercher la paix. Qu'ils spéculent. Ils finiront par s'enlacer. C'est toujours le cas, dit Miss Marple avec un léger sourire. Surtout quand la fin n'implique pas de corps. L'inspecteur se leva, après un dernier signe de tête respectueux, prit congé. Cet après-midi-là, Miss Marple parcourut à nouveau le village. Les nuages s'étaient dissipés et un doux soleil réchauffait le trottoir. Devant le salon de thé, mesdames Dawlish et Henderson étaient de nouveau assises à leur table habituelle, leurs tasses tintant, les ragots chuchotant. J'ai entendu dire qu'elle était partie à l'étranger, dit madame Dawlish en hochant la tête d'un air entendu. Dans une retraite, un couvent, ou quelque chose comme ça. L'Espagne, dit madame Henderson. Ou quelque part avec des chèvres. Miss Marple les passa sans un commentaire, se contentant d'un léger sourire. L'histoire avait déjà commencé à prendre forme dans l'esprit du village. Dans une semaine, Éléonore serait un personnage romantique, fantaisiste, tragique, probablement rongé par la poésie. Dans un mois, elle ne serait plus qu'une note de bas de page au mariage de quelqu'un d'autre. Arrivée à l'église, elle y entra. La nef était silencieuse, la lumière de l'après-midi tombant en 12 colonnes sur les dalles. La porte de la sacristie était ouverte. Les gants avaient disparu, bien sûr, mais une légère odeur de cire de bougie persistait, mêlée à la poussière et à quelque chose d'ancien. Miss Marple resta assise un instant sur l'un des bancs. Ses pensées n'étaient pas des prières, mais des réflexions. Eleanor avait porté un fardeau qui n'était pas le sien. Mais elle avait aussi refusé de le laisser retomber sur quelqu'un d'autre. Elle avait échappé au piège de l'attente, la dentelle, le voile, les vœux soigneusement préparés et choisi un silence de sa propre initiative. Il lui avait fallu du courage pour quitter l'hôtel,
mais encore plus pour le faire sans amertume. Le nœud final n'avait pas été démêlé, mais plutôt révélé. Ce soir-là, Miss Marple invita Alice Denham à prendre le thé. Elle servit des sandwichs au concombre, un gâteau au citron et 2 sortes de confitures. Elles parlèrent de fleurs, de livres, brièvement, d'Eleanor. « Elle va bien », dit Miss Marple en se servant du thé. « Elle écrira bientôt. » Alice sourit, mais c'était un sourire hésitant. « Tu es sûr qu'elle n'a pas honte ?» La réponse de Miss Marple fut immédiate et ferme. Elle a fait ce qu'elle a fait pour protéger les gens. Il n'y a pas de quoi avoir honte. Ils restèrent assis en silence pendant un moment, écoutant le doux tic-tac de l'horloge sur la cheminée. La voix d'Alice, lorsqu'elle reprit la parole, était basse et posée. Elle n'avait pas besoin de me protéger. Miss Marple lui lança un regard empreint de gentillesse et de calme. Peut-être pas, mais elle le voulait. C'est tout autre chose. Plus tard dans la nuit, les premières étoiles apparurent au-dessus de Little Wishwood. Le village, comme Eleanor, allait guérir à sa manière par à-coups, avec des versions murmurées de la vérité. Et finalement, à son retour, le thé serait servi, les rideaux tirés et la vie reprendrait son cours. Miss Marple était assise, sa lampe allumée faiblement, les dernières pages de son livre ouvertes devant elle. Elle ne les tourna pas. Elle pensait à une jeune femme qui avait laissé une robe derrière elle, mais emporté ses forces avec elle. À un vieux mensonge enfoui dans les lettres et le silence. À l'amour, ni scandaleux, ni coupable, mais simplement incompris. Certains mystères, pensait-elle, ne se résolvent pas par le châtiment ou la justice. D'autres se résolvent par la compréhension. Et c'était, pensait-elle, les plus difficiles et les plus importants de tous. Le lendemain matin, le calme paisible qui régnait toujours sur Little Wishwood juste avant que le vent ne tourne s'installa. Les oiseaux s'agitèrent moins vigoureusement. Même le carillon de l'horloge dans le couloir de Miss Marple semblait quelque peu assourdi. Elle était assise près de la fenêtre, son tricot mis de côté pour le moment, une lettre posée sur la petite table à côté de sa tasse de thé. C'était encore Eleanor, cette fois plus assurée, plus présente. Et dans l'enveloppe, pliée discrètement, se trouvait quelque chose d'inattendu, une photographie. On y voyait 2 jeunes femmes assises sous une tonnelle d'été, la tête penchée l'une vers l'autre, souriant au beau milieu d'une conversation. Il s'agissait sans équivoque d'Eleanor et d'Alice. La date, griffonnée au crayon, était légèrement visible au dos, août 1949. Miss Marple l'étudia un moment avant de le glisser soigneusement dans la poche intérieure de son agenda. Le village avait commencé à s'habituer à l'absence d'Eleanor en la transformant en quelque chose de plus acceptable. Ce n'était plus un scandale, mais, à en croire le ton de Madame Dawlish ou les murmures hésitants de M. Beach, une situation triste mais compréhensible. Certaines femmes, disait-on généralement, ne sont tout simplement pas faites pour le mariage. Comme si Eleanor avait découvert cette vérité dérangeante sur le tard et avait agi avec ce que tout le monde qualifiait désormais d'admirable retenue. Les mêmes villageois qui, quelques jours plus tôt, avaient murmuré honte et déshonneur utilisaient maintenant des mots comme « courageuse » et « moderne », comme s'ils les avaient toujours pensés. Miss Marple ne les corrigea pas. Elle le faisait rarement. Il valait mieux laisser au village son sentiment de clôture, même s'il était incomplet. Et pourtant, son esprit restait fixé sur une phrase écrite par Eleanor. Judith était l'écho, non la source. Une phrase bien ficelée, mais qui refusait de s'arrêter. Il ne suffisait pas de savoir qui portait la menace, il fallait aussi savoir qui l'avait conçue. Elle repensa à la suite des événements, la réapparition de Judith, la découverte des lettres, la peur grandissante d'Eleanor, l'arrivée du mystérieux colis. Et enfin, le matin du mariage lui-même, lorsqu'Eleanor disparut sans même laisser un mot à sa plus chère amie. Non, Eleanor avait eu peur, mais pas seulement de ce que Judith pourrait dire. Elle avait cru que quelqu'un d'autre l'écoutait. En milieu d'après-midi, Miss Marple se sentit de nouveau attirée par la maison des Carmichael. Le colonel Carmichael s'était mis au jardinage avec une férocité encore plus grande. À son approche, il était à genoux, arrachant frénétiquement les mauvaises herbes au bord de la pelouse. À ce rythme-là, tu vas détruire tes roses, dit-elle doucement. Il leva les yeux, le visage rouge mais serein. Ils sont infestés de pucerons. Je ne peux pas les supporter. Elle esquissa un petit sourire compréhensif. Parfois, ils s'accrochent parce qu'on les laisse faire, parce qu'on ne veut pas regarder les racines de trop près. Il poussa un soupir et posa la truelle.
Tu n'es pas venu pour parler jardinage. Non, admit-elle. Je suis venu parce qu'il y a encore quelque chose que je ne comprends pas. À propos de Judith, à propos d'Éléanore, et à propos de toi. Il sera Edith. Et moi? Je crois que tu as sous-estimé Éléanore, dit doucement Miss Marple. Tu pensais que ses actes étaient soudains, émotionnels, peut-être même irrationnels. Mais rien ne l'était. Tout avait été préparé avec soin. Elle a toujours été méthodique, murmura-t-il. Elle l'était. Et courageuse, à sa manière. Mais il me semble que quelqu'un d'autre avait tout à gagner de sa disparition, non pas parce qu'elle s'était enfuie, mais parce que sa présence aurait pu révéler quelque chose. Quelqu'un qui aurait pu un jour écrire une lettre pour éloigner un homme de Georgina. Quelqu'un qui en savait peut-être plus qu'il ne l'a jamais admis. La mâchoire du colonel Carmichael se serra. Ma mère a fait ce qu'elle pensait être juste. C'était une autre époque. Miss Marple hocha lentement la tête. Oui, mais ce n'est pas ta mère qui a récupéré ces lettres dans le tiroir de ton bureau il y a 2 semaines, n'est-ce pas? Son silence était une réponse suffisante. J'ai trouvé étrange, poursuivit-elle d'une voix toujours aussi aimable, que Judith sache exactement quel moyen de pression utiliser si personne ne l'avait aidé à le trouver. Pas seulement à le trouver, mais à l'interpréter. Je crois que c'est vous qui lui avez montré ces lettres. Espérant, peut-être, qu'elle dissuaderait Éléanore de ressasser le passé. Ses poings se refermèrent lentement. Je voulais juste rappeler à Éléanore qu'il vaut mieux laisser certaines choses enfouies. Judith est allée trop loin. Elle a fait chanter votre fille pour qu'elle disparaisse, dit Miss Marple sans malice. Ce n'est pas un petit abus. Je ne savais pas qu'elle ferait ça. Sa voix était plus basse maintenant. Judith a toujours eu la ruse de sa mère. Je pensais qu'elle pourrait gérer l'affaire discrètement. Remettez Éléanore dans le droit chemin. Elle n'a pas outrepassé ses limites, dit doucement Miss Marple. Elle essayait simplement de dire la vérité. Une vérité qui lui avait été refusée toute sa vie. Vous aimiez Georgina. Je pense que vous l'avez profondément attristée. Mais la honte de sa mort, vous ne l'avez jamais laissé comprendre. Et maintenant, Éléanore paie le prix de votre silence. Le colonel se releva lentement. Le poids des décennies semblait peser sur ses épaules. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal, a-t-il déclaré. Non, acquiesce comme Miss Marple. Mais le mal est souvent causé par ceux qui veulent protéger. Elle le laissa là, seule avec ses pensées, et rentra chez elle avant que le soleil ne soit trop bas derrière les chênes. La lettre d'Éléanore resta dans sa poche, tout comme la photo. Elle les plaça délicatement dans une boîte doublée de soie et la glissa sur l'étagère la plus haute de son placard, en sécurité, pour l'instant. Le soir, elle marchait tranquillement vers la lisière du village, là où la prairie descendait vers les bois. Là, près du portail, se tenait Alice Denham. Elle se retourna en entendant des pas et esquissa un léger sourire. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais. »« J'ai dit que je le ferais, » répondit Miss Marple en lui emboîtant le pas. « Éléanore m'a demandé de te donner quelque chose. » Elle a remis la photo. Alice le fixa longuement. « Elle l'a gardée ?»« Elle l'a envoyée. » Alice ne dit rien, mais ses yeux brillèrent. « Elle reviendra, » dit Miss Marple, « quand elle se sentira en sécurité, quand elle saura que les ombres ont été dissipées. » Et jusque-là. En attendant, dit Miss Marple, nous attendons, et nous conservons précieusement sa vérité. Ainsi, à son retour, elle lui appartiendra toujours. Le vent se leva doucement, faisant bruisser les herbes au bord du chemin. Au loin, une chouette effraie traversait le champ, basse et silencieuse. Elles se tenaient ensemble, sans parler, juste 2 femmes dans un village qui avait inventé ces histoires et qui étaient maintenant assises tranquillement parmi elles. Miss Marple savait que le dernier nœud avait finalement été noué, non pas avec panache, mais avec une finalité silencieuse. Ainsi, la robe jamais portée devint le symbole de ce qui avait été abandonné, le silence, la peur, la honte. Un vêtement soigneusement plié et abandonné, tandis que sa propriétaire s'avançait vers quelque chose de plus courageux. Après tout, ce n'était pas l'absence de mariage qui avait ébranlé le village. C'était la présence de la vérité. Et maintenant qu'elle avait été dite avec douceur, par ceux qui étaient disposés à l'écouter, elle ne pouvait plus être passée sous silence. Miss Marple retourna vers le village. Il y aurait bientôt du thé, de la chaleur, et peut-être que demain les roses fleuriraient sans flétrir. Mais ce soir-là, le monde était immobile. Et cela, pour l'instant, suffisait. La semaine suivante,
Le rythme de Little Wishwood avait largement retrouvé son rythme habituel et paisible. Les vitrines du boulanger étaient de nouveau ornées de brioches et de biscuits saupoudrés de sucre à la lavande. Le facteur avait repris son habitude de s'arrêter un peu trop longtemps à chaque portail pour bavarder. Et les murmures concernant Eleanor Carmichael s'estompèrent dans le brouhaha de la vie du village, un sujet tout aussi remplacé par l'arrivée du nouveau curé, bien plus jeune et plus beau que quiconque ne l'avait imaginé. Miss Marple était assise tranquillement dans son petit salon, son tricot reposant sur ses genoux. Mais ses pensées ne s'étaient pas éloignées des événements des derniers jours. Les dernières pièces du puzzle étaient toutes en place, ou presque. Il restait un fil légèrement décalé. Ce n'était ni crucial, ni essentiel à la question en cours, mais elle ne pouvait pas le laisser traîner dans un coin de sa tête. C'est ainsi qu'un jeudi matin, elle se rendit aux archives de Marpless. Le bureau des archives était poussiéreux, avec une odeur persistante de vieille encre et de parchemin sec. Un jeune commis l'aida à retrouver le dossier qu'elle avait demandé, un registre d'emploi de Lady Margaret Hall, daté de 1946 à 1950. Elle ne s'attendait pas à trouver quoi que ce soit de vraiment révélateur, les principaux événements avaient déjà été corroborés. Mais elle remarqua une entrée avec intérêt. Georges Ménard, maître de conférences en littérature anglaise, avait démissionné en 1948, aucune adresse de réexpédition n'était indiquée. C'était prévu. Mais c'est la notation griffonnée à côté qui a attiré son attention. Un changement de main. Lettre d'inquiétude de la famille reçue en février 1948. Recommander le renvoi. Une lettre de famille. Miss Marple replia la page dans le dossier et remercia le greffier avec sa politesse habituelle. Mais ses pensées se tournèrent, une fois de plus, vers le colonel Carmichael. Il avait toujours tenu sa mère pour responsable de cette lettre, la menace anonyme qui avait poussé Georges Ménard à se cacher. Mais que serait-il arrivé si ce n'avait pas été elle, et si ça avait été lui? Elle retourna à Little Wishwood ce soir-là et se rendit directement chez les Carmichael, où elle trouva le colonel assis dans sa bibliothèque, entouré de poussière et de l'odeur discrète des vieux livres liés en cuir. Il ne parut pas surpris de la voir. « J'ai pensé que tu reviendrais peut-être, » dit-il en désignant la chaise en face de lui. Miss Marple s'assit et croisa les mains sur ses genoux. « J'ai trouvé la note, » dit-elle, « de l'université. La lettre qui a précédé le renvoi de Ménard. Elle n'était pas anonyme, n'est-ce pas? » Le colonel baissa les yeux vers son verre de sherry. « Je n'ai jamais mis mon nom dessus. Mais oui, c'était moi. Tu as dit à Eleanor que ta mère l'avait écrit. » Il expira bruyamment. « C'est vrai. Je voulais qu'elle déteste la bonne personne. Quelqu'un de mort. Quelqu'un qui ne pouvait pas répondre. Pourquoi? Parce que je ne supportais pas qu'elle me regarde comme Georgina le faisait. Quand elle a découvert que je m'étais immiscé dans sa vie, quand elle a compris que je lui avais enlevé le seul homme qui l'ait jamais traité avec douceur, elle a cessé de me parler. Je ne l'ai plus jamais revue sourire sincèrement. Et puis elle est partie. Tu croyais la protéger. Je pensais protéger le nom de famille. C'était la même chose à l'époque. La voix de Miss Marple était basse. Mais vous ne pourriez pas le protéger éternellement de la vérité. Non, dit-il. Pas quand Eleanor a trouvé ses lettres. Et Judith. Elle a deviné. Elle était toujours curieuse. Je lui en ai dit juste assez pour qu'elle soit utile. Mais elle manquait de discernement. Elle voyait ce secret comme un pouvoir. Moi, je le voyais comme une honte. Miss Marple se pencha légèrement en avant. Tu sais qu'elle aurait pu ruiner Eleanor. Je ne savais pas qu'elle irait aussi loin, répéta-t-il, même si une certaine lassitude perçait dans son ton, suggérant que c'était une excuse depuis des années, répétée assez souvent pour y croire. Quand j'ai compris à quel point Eleanor avait été blessée, il était trop tard. Pas trop tard, dit Miss Marple en se levant. Mais presque. Elle le laissa assis dans cette pièce, silencieux, entouré de livres qu'il n'avait jamais vraiment appris à ouvrir. Alors qu'elle sortait dans la fraîcheur du soir, le parfum des hortensias flottait doucement du jardin. L'air était d'une douceur de fin d'été, mais une légère fraîcheur se dégageait, signe avant-coureur de l'automne. 2 jours plus tard, une carte postale est arrivée à sa porte. C'était d'Eleanor. Il ne portait aucun message, seulement l'image d'une crique tranquille en bord de mer. Des falaises blanches au loin, 2 femmes marchant sur la plage, dos à l'objectif. Miss Marple le retourna. Pas d'adresse de retour. Pas de signature. Mais le sens était indéniable. Elle le plaça à côté de la photographie sur sa cheminée et s'autorisa une petite inspiration, la plus satisfaisante possible. À l'office du dimanche,
Le banc qu'Eleanor avait occupé était resté vide. Judith était rentrée à Londres, son départ n'étant ni dramatique ni regretté. Alice était assise tranquillement au fond, à l'abri des murmures. Le colonel était venu seul et s'était assis plus droit qu'il ne l'avait été depuis des semaines, un homme qui avait enfin décidé de porter son nom avec intégrité. Et Miss Marple, toujours calme, écoutait l'orgue jouer le postlude, et les paroissiens sortir en groupe murmurant, échangeant des bavardages polis sur le sermon du curé et les premières mûres qui seraient sûrement abondantes cette année. Dehors, le monde continuait. Les enfants se poursuivaient sur la pelouse. Monsieur Hargreaves lançait un salut depuis sa charrette. Quelque part, un chien aboyait après un chat qui passait. Le village reprenait vie, son équilibre retrouvé, non par le déni, mais par une reconnaissance silencieuse. Le mystère de la robe jamais portée ne s'était pas achevé avec un corps ou un procès, comme c'est souvent le cas dans de telles histoires. Il s'était plutôt achevé dans la clarté, la libération, le triomphe silencieux de la vérité sur le silence. Miss Marple rentra chez elle lentement, d'un pas prudent, l'esprit serein. Elle avait connu bien des fins dans sa vie, mais celle-ci lui semblait rare, imprégnée non de vengeance ou d'amertume, mais d'une lueur d'espoir. Et au fond d'elle-même, elle savait qu'Eleanor reviendrait. Pas en secret, pas honteusement, mais à son rythme, à sa manière, prête à porter la vie qu'elle choisirait, cousue de sa propre main, enfin libre des ombres. Et Miss Marple, pour l'instant, se contentait d'attendre. Les jours raccourcissaient. Le long des haies, les feuilles passaient du vert au doré, et la fumée qui s'élevait des cheminées portait les premiers signes de l'automne. À Little Wishwood, la vie reprenait son rythme habituel, même si, de temps à autre, un regard était jeté vers la maison Carmichael ou vers le portail d'Alice Denham, comme s'il attendait le retour de quelqu'un ou de quelque chose encore irrésolu. Mais ce n'était pas Eleanor Carmichael qui revenait tout de suite. C'était la vérité. Miss Marple n'avait pas l'intention de poursuivre l'affaire. La carte postale, les aveux du colonel Carmichael, la manipulation révélée de Judith, tout avait permis de relier l'histoire à son véritable nœud moral. Mais, comme c'est souvent le cas avec les vérités partiellement révélées, un dernier élément subsistait à la lisière de sa conscience, non résolu. Cela s'est produit de manière assez inattendue, comme c'est souvent le cas, sous la forme d'une visite discrète. Un après-midi, alors que la cloche de l'église sonnait 3 heures, l'inspecteur Cray arriva au cottage de Miss Marple, accompagné d'un petit homme buriné. Il était maigre, légèrement voûté et d'un air nerveux. Ses mains serraient son chapeau comme s'il craignait qu'il ne tente de s'échapper. « Voici, » dit Cray, « Monsieur Georges Ménard. » Miss Marple hocha la tête chaleureusement mais avec mesure. « Alors, vous êtes revenu. »« Je ne suis jamais parti bien loin, » dit l'homme d'une voix faible mais assurée. « J'habite à Marplaise depuis les années 50. Personne n'a jamais fait le lien entre moi et Georgina. Jusqu'à récemment. » Cray recula, permettant aux deux de parler. « J'ai entendu parler du mariage, » dit Ménard, « de la disparition de la jeune fille. Je savais d'une manière ou d'une autre que c'était lié à Georgina. Je le sentais au plus profond de moi. » Miss Marple lui fit signe de s'asseoir. Elle versa du thé, comme elle le faisait toujours dans les moments où elle exigeait une patience silencieuse. « Elle t'aimait, » dit doucement Miss Marple. Ses lettres le montraient clairement. Elle n'a jamais cessé. Il hocha la tête, déglutissant difficilement. « Et je l'aimais. Je voulais l'épouser. Mais ensuite est arrivée cette lettre anonyme, acerbe, cruelle. Elle disait que je la ruinerais, que je devais partir, sinon sa mort serait sur ma conscience. J'y ai cru. Elle était enceinte, » dit doucement Miss Marple. Il hocha de nouveau la tête, plus lentement cette fois. J'ai appris trop tard, quand elle était déjà partie. Miss Marple le regarda avec pitié, mais sans jugement. Quelqu'un a fait en sorte que tu n'aies jamais la chance d'être pardonné. Il leva les yeux vers elle. C'était le colonel? Non, dit-elle, même s'il le croyait. Il se persuadait d'avoir agi par orgueil. Mais la lettre ne venait pas de lui. Maynard Retton, son Souffle. Et alors? Miss Marple se tourna vers la fenêtre. Le vent s'était légèrement levé, faisant bruisser les feuilles du jardin. Elle laissa le silence s'éterniser un instant. C'était la mère de Judith, Clara Ferrier, sœur de Georgina et, à l'époque, récemment mariée à un homme ambitieux. Elle voyait la situation de Georgina comme une menace pour l'avenir de toute la famille. Ménard parut stupéfait. Mais pourquoi ne? Parce qu'il était plus facile de laisser Georgina porter le blâme.
de laisser la honte s'enfuir avec elle. Et des années plus tard, Judith, qu'elle ait connu toute l'histoire ou non, a retrouvé ces vieilles cendres et les a utilisées pour attiser un nouveau feu. Nous avions l'écriture de cette menace initiale. Nous l'avons retrouvée dans les archives de l'emploi de Mademoiselle Ferrier pendant la guerre. Elle correspond. Il n'y aura pas d'accusation, bien sûr. Elle est morte depuis longtemps. Mais la vérité mérite d'être dite. Ménard baissa la tête. Merci, dit-il, de me l'avoir signalé. Après son départ, l'inspecteur Cray s'attarda encore un instant. Alors, c'est tout. Miss Marple hocha la tête. Oui, c'est ça. Le nom de famille, le mobile ultime. Ce n'était pas Éléanore qui avait besoin de fuir, mais l'ombre qui planait sur sa famille depuis des décennies. Elle l'a simplement dissipée. Cray lui adressa un bref sourire reconnaissant. Peu de gens auraient pu le voir comme toi. Miss Marple se contenta d'un sourire modeste. Il s'agissait simplement d'observer les moments discrets. Les choses que les gens ne disent pas. Les lettres qu'ils brûlent. Les robes qu'ils ne portent pas. Ce soir-là, alors que le crépuscule s'abattait sur Little Wishwood et que le ciel prenait une couleur de vieux vélin, Miss Marple était de nouveau assise dans son salon. Le feu crépitait doucement. Son tricot était intact. À la place, elle sortit de nouveau la photo d'Éléanore, son sourire, tourné non vers l'appareil, mais vers Alice, perdue dans un moment de rire intime. Il n'y a pas eu de mariage, ni de grande marche dans l'allée. Mais il y avait eu un vœu de vérité, d'amour, de courage, et Éléanore l'avait tenu. La robe n'avait jamais été portée. Pourtant, en son absence, quelque chose de plus raffiné avait été confectionné. Miss Marple, convaincue que justice avait été rendue dans sa forme la plus vraie et la plus humaine, reprit enfin ses aiguilles. Le schéma a repris. Et la vie aussi.